Alors, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur la 2STV. La 2STV, la première chaîne privée du Sénégal. La télé autrement, qui vous réserve des programmes donc, à suivre avec satisfaction. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous organisons un plateau spécial dédié donc, au financement de la protection sociale, surtout donc un projet qu'on appelle ReproSoc. Pourquoi ReproSoc? Nous allons y revenir tout à l'heure avec les différents intervenants qu'on a sur le plateau. Sans plus tarder, on va effectivement donc introduire Madame la déléguée de la protection sociale, Madame Sow. Vous allez bien? Ça va, merci bien. Vous représentez la délégation? Oui, je suis Madame Sow Aminata, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Merci. Alors, donc, M. Amadou Kanouté, vous êtes le directeur exécutif de Psychodev Afrique. Tout à fait. Directeur exécutif de Psychodev Afrique. Psychodev Afrique, c'est l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. D'accord. Alors, donc, on a aussi l'immense plaisir de recevoir M. Serigne Diouf de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Vous êtes le directeur des opérations. Oui, effectivement, je suis Serigne Diouf, je suis le directeur des opérations de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, qui est l'institution qui est chargée de piloter le programme de couverture maladie universelle au Sénégal. Alors, mon homonyme, M. Moussa Soufianou, c'est bien ça? C'est bien ça. Du laboratoire LARTEST IFAN. Oui, je suis chercheur au laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Merci. Alors, donc, Madame la déléguée, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la stratégie du programme de la protection sociale? Merci beaucoup. Avant de parler de la stratégie, je voudrais seulement dire que les circonstances dans lesquelles la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale a été créée. Vous savez que là, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des programmes de protection sociale depuis un certain moment. Mais il y avait des insuffisances avec la fragmentation des interventions en protection sociale. Il fallait, entre autres problèmes, il fallait créer une structure qui est chargée de la coordination de la politique de protection sociale. Et pour faire la coordination de la politique de protection sociale, il faut avoir un document de référence. Et le document de référence, c'est la stratégie nationale de protection sociale qui est tirée du plan Sénégal émergent, qui a mis la protection sociale comme axe stratégique dans le pilier 2. Capital humain, protection sociale et développement durable. Cette stratégie a été formulée dans une démarche inclusive participative. Et cette stratégie est basée sur le cycle de vie, de la naissance à la vieillesse. Et pour chaque cycle de vie, il y a des filets sociaux. La personne, l'individu a besoin de filets sociaux. Et c'est sur ce cycle de vie qu'on a répertorié pour chaque étape les filets sociaux dont la personne a besoin. Et parmi ces filets sociaux, il y a le programme national de bourse de sécurité familiale, effectivement. Il y a la couverture maladie universelle, parce que la petite enfance, l'enfant qui vient de naître, a besoin comme filets sociaux la nutrition, la santé, etc. La personne adulte aussi a besoin de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'emploi, etc. La personne aussi du troisième âge a des besoins spécifiques. Et il y a des filets aussi qui sont transversaux, c'est-à-dire les filets liés à l'handicap, liés au choc. Parce qu'un choc qui vient frappe aussi bien la petite enfance que l'adulte, que la personne du troisième âge. Donc c'est ça, nous sommes chargés de suivre la mise en œuvre de cette stratégie avec l'ensemble des sectoriels de la protection sociale. Et les ONG jouent un rôle important dans cette mise en œuvre de la politique de protection sociale du gouvernement. D'accord, justement, M. Kanouté, je parlais tantôt, il est question de renforcer la société civile pour une politique de protection sociale efficace au Sénégal, d'où le projet ReproSoc. Le projet ReproSoc est le fruit d'un consortium avec Psychodev,
de l'ARTES, le laboratoire de recherche, GRDR, qui est une ONG qui travaille beaucoup sur les questions de cantines scolaires, particulièrement dans le département de Rufisque, et le conseil départemental de Rufisque. Oui. Voilà le consortium qui a soumis un projet à l'Union européenne qui a bien voulu le financer. Oui. Ce projet, il s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est, puisqu'il s'agit d'un projet de renforcement des capacités de la société civile pour une protection sociale efficace, il fallait évidemment qu'on ait d'abord les données, les connaissances sur ce qu'est la protection sociale, comment ça fonctionne, quelles sont les bonnes pratiques qu'il y a dans d'autres pays, comment c'est financé dans d'autres pays, à quel niveau c'est logé pour que ça puisse vraiment donner de bons résultats. Cette partie des générations de connaissances, on l'a confiée au LARTES. Deuxième étape, une fois qu'on a des connaissances, il s'agit maintenant de faire en sorte que les acteurs, les parties prenantes de la protection sociale, particulièrement la société civile, mais aussi les décideurs exécutifs, législatifs et les démembrements de l'État comme les collectivités territoriales, parce que ce projet se déroule dans 5 départements du Sénégal. Donc, une fois qu'on a les connaissances générées par l'ARTES, nous renforçons les capacités de ces acteurs-là. Les capacités renforcées, troisième levier de ce programme, faire le plaidoyer. Le plaidoyer autour des bonnes pratiques que l'ARTES aura identifiées dans ses recherches. Le plaidoyer autour du financement de la protection sociale, le financement, mais aussi la sensibilisation des acteurs à la base, l'engagement communautaire, faire en sorte que les populations s'approprient aussi de la protection sociale. Voilà le concept de REPROSOC. Donc on retient sur ce que vous avez dit 3 axes. Donc d'abord la génération de connaissances, comme vous avez dit, renforcer les capacités, ensuite porter le plaidoyer. Tout à fait. Alors donc Serigne, vous qui avez fait l'économie de la santé, vous connaissez bien quand on parle de financement quand même de questions de protection sociale et que nous nous intéressons aussi à l'accès aux soins, nous nous intéressons à la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question de protection sociale et de financement? Merci beaucoup Moussa de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce plateau. Remercier aussi SICODEV pour avoir associé l'agence de la couverture maladie universelle. Remercier aussi et saluer Madame le délégué général à la protection sociale. Comme vous le savez, la protection sociale, c'est un tout. On l'aborde sous une approche multisectorielle. C'est pourquoi je vais revenir sur l'articulation entre la CMI et le programme de bourse. Remercier aussi nos collègues de l'ARTES parce qu'en fait, nous sommes quand même en train de mettre en œuvre des politiques de protection sociale qui, je le rappelle, sont en réalité des politiques publiques. Et dans la mise en œuvre des politiques publiques, il est important aussi de s'inscrire dans une approche recherche-action qui va nécessiter naturellement la génération de connaissances. Maintenant, effectivement, je voudrais revenir quand même sur les objectifs du programme de couverture maladie universelle. C'est important pour dire qu'en fait, c'est un programme qui a été mis en place par l'État du Sénégal, dont l'objectif est de permettre à tous les Sénégalais et les Sénégalaises, partout où ils se trouvent, quel que soit leur niveau de revenu, d'accéder à des soins de santé de qualité, mais également à moindre coût. C'est extrêmement important de le rappeler. Et nous développons ce programme-là à travers 2 grands axes. L'assurance maladie à base communautaire autour des mutuelles de santé, mais également l'assistance médicale communément appelée les initiatives de gratuité, même si rien n'est gratuit parce que quelque part, quelqu'un paye. C'est l'État qui paye. Donc ça, c'est nous le développement à ce niveau-là. Et nos relations aussi avec la délégation générale à la protection sociale, c'est qu'en fait, les bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale ainsi que les membres de leur famille, on les enrôle dans les mutuelles de santé pour en tout cas leur assurer une couverture du risque maladie. C'est extrêmement important parce qu'en fait, la protection sociale aussi
c'est un tout, c'est un global. Donc, d'où la question que vous avez posée, la question du financement. Oui. Comme dans tous les pays, le principal défi des politiques de protection sociale, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez ailleurs, le principal défi, c'est la question du financement. Oui. Et le Sénégal, effectivement, n'est pas épargné par cela, parce qu'en réalité, malgré donc tous les engagements de l'État, ça, il faut le saluer, la forte volonté politique de l'État du Sénégal à financer la protection sociale. Nous allons revenir sur les statistiques, mais évidemment, le principal défi demeure toujours la question du financement. À titre d'exemple, quand vous prenez aujourd'hui les bénéficiaires des ménages de bourse de sécurité familiale, qu'on enrôle dans les mutuelles de santé et qu'on doit financer la prise en charge gratuite. La cotisation est estimée à 7 000 francs. L'État assure la cotisation, mais anticipe également sur ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est la part qui revient à l'assuré en cas de maladie. Ça fait approximativement 9 000 francs. Et aujourd'hui, ces bénéficiaires de bourses sont estimés à 2 500 000. Donc aujourd'hui, le coût global tourne autour, pour une prise en charge, ça tourne autour de 23 milliards. 23 milliards, c'est approximativement le budget, tout le budget de l'agence de la CMI environ. Donc voilà, vous avez vu le gap qu'il y a. Mais quand même, il faut dire que le gouvernement du Sénégal a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'agence de la CMI, depuis sa création, bénéficie de l'État du Sénégal d'un budget qui tourne autour de 200 milliards entre 2015 à 2023. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais il y a le défi lié au financement. Mais c'est extrêmement important également de savoir qu'un régime de protection sociale de manière naturelle est déficitaire. Mais pour moi, c'est important. C'est pourquoi quand on parle de la dette de la CMI, quelque part je rigole. Pourquoi je rigole, Moussa? Parce que je considère qu'on doit avoir une interprétation positive de la dette. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une dette, il faut dire que cette dette a permis au moins à un Sénégalais de se soigner. Ça a permis à une femme qui devait être opérée, qui n'avait les moyens, de bénéficier d'une césarienne. Ça a permis à une personne qui devait faire la dialyse de bénéficier d'une séance de dialyse. C'est l'économiste de la santé qui parle. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. D'accord, je vais revenir sur vous. Alors, Moussa, il est question du financement. Donc, quand Serigne Diouf parle au Sénégal, quand on parle de financement, ce sont des véritables questions qui reviennent tout le temps. M. Kanouté parle en tant que société civile. Ils doivent porter donc un plaidoyer, mais il faut que aussi les politiques puissent donc accompagner d'une volonté sûre et déterminée que Madame la représentante, la déléguée générale, va certainement transmettre à l'autorité. Qu'est-ce qui sort de ces études et est-ce que c'est possible de financer la protection sociale au Sénégal? Les programmes. Merci beaucoup, cher homonyme. Je voudrais d'abord remercier SICODEV qui a eu l'idée merveilleuse d'associer la recherche comme partie intégrante de ces projets de recherche. C'est rare, il faut le saluer, parce qu'habituellement, nous chercheurs, on vient nous trouver à la fin. Ce qui fait que notre utilité marginale comme pour l'économie est assez réduite. C'est marginal? Oui, l'utilité marginale, je veux dire que les gains supplémentaires de notre présence dans le projet, si on vient à la fin, il est réduit par rapport à une situation où on a une recherche embarquée, comme dans le cadre du projet SICODEV. Et j'aimerais remercier également tous les acteurs, Madame la déléguée générale qui a été avec nous depuis 3 ans, parce que le projet qu'on a commencé pour nous aider à avoir les données, la CEMU, qu'on a fatigué, je pense qu'on a été dans les locaux presque tous les jours pendant des mois pour avoir des données, beaucoup d'autres structures qu'on a rencontrées, parce que notre analyse, comme vous l'avez dit, l'estimation du besoin de financement de la protection sociale des encadres, c'est vrai, marqué par une expression très forte de l'État du Niger, de l'État du Sénégal, pardon, pour la protection sociale, mais également pour dans un cadre de rareté des ressources. Les ressources sont très rares. Nos États sont confrontés à beaucoup de chocs macroéconomiques, les ménages sont confrontés à beaucoup de chocs et il faudrait faire quelque chose. Parce qu'on dit protection sociale et j'ai beaucoup aimé l'approche de notre collègue, parce que c'est un chercheur aussi, qui parle justement, nous on dit il faut arrêter peut-être de dire dépenses, je vais le dire, mais dépenses de protection sociale, il faut peut-être dire investissement en protection sociale. Il faut changer carrément de concept, d'angle d'attaque par rapport à la question de la protection sociale. Et les choses
chose, c'est, je ne dirais pas une heureuse coïncidence, je ne crois pas trop, mais ce matin, j'ai regardé les statistiques de l'OCDE sur les dépenses en protection sociale. Quelqu'un a tweeté ça sur Twitter, j'ai regardé. Et les pays qui ont les développements humains les plus élevés, les pays nordiques, consacrent minimum 20% de leur PIB, je dis 20% de leur PIB à la protection sociale. De leur PIB, de leur richesse nationale à la protection sociale. Je ne parle pas du budget, je dis de toute la richesse. C'est énorme comme montant. L'État du Sénégal, nous sommes à environ, en moyenne, au cours de 10 dernières années, de 2013 à 2022, moins de 10%. L'État du Sénégal a consacré, en termes de richesse nationale, environ 2,4% du PIB à la protection sociale. 2,4%. Voilà. On était à 2,5% en 2010 de la richesse nationale et à 2,4% aujourd'hui. Donc là, je vous dis, les pays nordiques sont environ autour de 18 à 20,9%. 20,9% étant le Danemark qui a en 2015 ces données là de l'OCDE, qui sont les derniers disponibles. Hors retraite, il consacre 20,9% des Danemark hors retraite. Donc si vous intégrez la retraite encore, vous serez à un niveau beaucoup plus important. Donc l'autre chose qui est très importante, c'est que protection sociale, c'est protéger. Et c'est principalement l'un des devoirs constitutionnels de l'État. La déléguée générale nous revenait là-dessus. Il faudrait protéger, il faut que l'État protège ses citoyens pour qu'il y ait des développements du capital humain, pour qu'il y ait des populations en bonne santé, qui a confiance à son État et qui va permettre de rentrer dans un processus de production et pour décoller et sortir de la pauvreté. Je vais revenir un peu plus tard sur les détails, mais déjà on peut retenir aussi qu'en termes de budget, quand vous prenez toutes les dépenses publiques de protection sociale, vous les rapportez au budget du Sénégal, de l'État du Sénégal, vous êtes en moyenne à 6,5%. 6,5%. Donc dans le budget de l'État, l'État consacre 6,5% à l'effort national de protection sociale, pour tous les programmes de protection sociale confondus. Mais ce qui est inquiétant par rapport à ces montants, il est en hausse de manière globale. Il est passé pratiquement de 172 milliards en 2010 à 382 milliards. 192 milliards en 2010 à 382 milliards en 2021, ce qui est quasiment, il a doublé. Mais en termes de proportion dans les budgets, on est passé de 6,5% en 2010 à 5,5% en 2021. Donc il y a eu une baisse de 1 point de pourcentage. Autrement dit, l'effort que l'État fait dans la protection sociale, dans le volume en francs CFA, il est croissant. On est passé, je le disais, de 192 milliards à 380 milliards. Mais quand vous regardez ce que ça représente dans l'effort de l'État, il est en baisse. La part marginale que l'État consacre à la protection sociale, il est en baisse de 2010 à aujourd'hui. Donc nous avons des signaux là qui sont assez intéressants et qu'on pourra discuter. Alors, Madame le délégué, est-ce que vous avez des explications par rapport à cette baisse déjà, de 6,5% à 5, ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes liées à cela? Je viens d'abord expliquer qu'effectivement, la protection sociale, maintenant, c'est un droit qui est consacré. La protection sociale n'est plus une dépense, c'est un investissement. Et tout individu a droit à une couverture sociale. Ça, c'est un droit qui est consacré dans les ODD et tous les États se sont engagés. Donc là, nous sommes dans un contexte également où nous devons aller vers l'extension de la protection sociale. Parce qu'on est dans une période de récurrence des chocs avec un changement climatique et une personne aujourd'hui qui n'est pas dans des problèmes peut basculer dans la pauvreté. Toute personne est vulnérable aujourd'hui. On peut dire que tout le monde est vulnérable. Un choc peut venir, on ne sait pas de quel type. Par exemple, la Covid est venue à frapper des secteurs des secteurs qui ne pouvaient plus fonctionner à cause de la Covid. Donc on est obligé de renforcer la résilience de tout un chacun, de chaque individu, pour lui permettre de se préparer et de résister en cas de choc. Et pour cela, on doit construire un système de protection sociale inclusif qui parle de construction de systèmes de protection sociale, parle d'extension de la protection sociale. Effectivement. L'extension, là, on a une économie également qui est informelle, qui utilise plus de 90% des emplois. Une économie dont l'informel représente plus de 80%. Donc, si on veut aller vers l'extension, vers une protection, un système de protection sociale inclusif, nous avons besoin de financement. Et pas de financement, de petits financements, on a besoin de beaucoup de financement. Et pour cela, l'État a fait des efforts quand même. Parce qu'avant 2012,
on n'avait pas le programme national de bourse de sécurité familiale, on n'avait pas la couverture maladie universelle. Et ça, c'est des filets sociaux qui sont financés par l'État sur fonds propres. Ce n'est pas les bailleurs de fonds qui viennent prendre en charge, c'est l'État qui s'est engagé. Ça veut dire qu'il y a une volonté de l'État de financer la protection sociale, ça c'est important. Maintenant, nous avons vu que les financements sont insuffisants. Et effectivement, en 2020, même si on prend l'appui à l'aide alimentaire, on est à 1,7%. On parle de chiffres, mais ça dépend des sources. Okay. Nous, par exemple, la source que nous avons, c'est la revue annuelle conjointe des dépenses. Oui. Puisque je l'ai dit au départ, la DGPSN, la délégation générale, a pour mission de coordonner la politique de protection sociale et le ministère de l'économie a confié à la délégation cette revue annuelle conjointe thématique protection sociale. Donc tous les sectoriels se regroupent chaque année et chaque sectoriel renseigne les indicateurs. Et si on se base sur ça, en 2020, on avait 1,7% du PIB. Okay. Donc ce qui est insuffisant jusque-là, mais il y a des études qui sont en cours. Le LARTES est en train de faire des études, d'autres aussi centres de recherche sont en train de faire des études accompagnés par les partenaires. Et là, je pense que pour savoir exactement ce qu'on a mis en financement, il faut définir le périmètre d'abord de la protection sociale. Ça, je pense que c'est important et il y a une étude qui est en cours. Il y a également une étude qu'on avait faite, financée par le BIT, sur les options pour le financement durable de la protection sociale. Et là, il y avait plusieurs options qui ont été dégagées pour la création d'espace fiscal. Et il y a 8 options pour le Sénégal. Et nous avons vu sur les 8 options, il y a 3 options qui sont applicables au Sénégal. Et qui parlent d'application d'options nouvelles, parlent de réformes. Et nous savons que les Sénégalais sont en général hostiles aux réformes. Donc il y a non seulement ce besoin de création d'espace fiscal pour financer la protection sociale, mais il faut également un plaidoyer. Un plaidoyer que les assemblées peuvent porter. Il faut que chaque Sénégalais sache qu'il doit contribuer au financement de la protection sociale. Le secteur informel doit savoir que c'est une obligation et c'est indispensable pour eux-mêmes d'avoir une couverture de protection sociale. Parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le secteur informel, une fois à la retraite, elle n'a pas de pension de retraite. Donc elle bascule dans la pauvreté. Et quelqu'un pour tomber malade, vouloir se soigner, il n'a pas de filet social, par exemple la CMU, il bascule dans c'est un choc. C'est un choc en fait. Donc il faut un plaidoyer fort pour que chaque Sénégalais puisse être au moins dans un filet social. D'accord. Je pense qu'il y a à dire par rapport aux options, on peut revenir par exemple sur les options. Il y a le FMI qui avait demandé, qui avait suggéré au gouvernement de diminuer les subventions, ce qui a été fait, les subventions au carburant, mais tout en ayant à l'esprit qu'il y a une couche qui est là, qui ne peut pas supporter les augmentations. C'est pour ça que le président de la République a augmenté le prix du litre d'essence, mais pour le gasoil, la subvention est maintenue parce qu'on se dit que les personnes qui n'ont pas les moyens prennent le transport en commun. Si on diminue la subvention sur le gasoil, le prix du transport en commun augmente. Et ça, le Sénégalais vulnérable, le Sénégalais pauvre va subir cette augmentation. Donc il y a d'autres options aussi, la création, l'augmentation des recettes fiscales. Il faut que l'administration fiscale soit beaucoup plus, en tout cas, performante pour augmenter les recettes fiscales. Il y a des exonérations qu'on peut diminuer pour reverser dans le financement de la protection sociale. Il y a aussi des produits prohibés qu'on peut surtaxer, mais tout en gardant à l'esprit qu'on a les normes UMOA, on ne peut pas dépasser 20% effectivement, mais quand même il y a des options, il y a où on peut, il y a quelque part des mesures qu'on peut prendre pour financer la protection sociale. D'accord. Alors, Madame le délégué a tantôt parlé donc de BIT, il a parlé de questions de financement, il a parlé de l'Union européenne, c'est M. Kanouté qui en parlait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que il y a un moment où on ne parlait pas de protection sociale et que les bailleurs n'injectaient pas ou bien ne donnaient pas assez de moyens ou bien ne donnaient pas des financements à cela.
Donc, à un moment donné, avec Abdou Diouf, on parlait de politique d'ajustement structurel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces bailleurs-là donnent quand même des investissements ou bien des financements à la protection sociale? Moussa, c'est très pertinent votre observation, d'autant plus que aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la légitimation de la protection sociale. Okay. C'est-à-dire, quand un candidat vient vers vous, c'est pour vous dire, si vous m'élisez, je vais faire en sorte que vous puissiez aller à l'école, que vos enfants puissent se soigner. Mais si vous faites un retour dans le passé, les années des politiques d'ajustement structurel, Abdou Diouf, c'était moins d'État, mieux d'État. Là, il s'agissait pour l'État de se retirer des secteurs qui étaient considérés comme non productifs. En ce moment, on parlait de dépenses. Aujourd'hui, on parle d'investissement. C'est pourquoi quand vous prenez pratiquement tous les pays africains dans leur plan de développement, il y a un volet extrêmement important sur la protection sociale et sur le développement du capital humain. Donc les partenaires au développement, Banque mondiale, FMI, ont changé de fusil d'épaule. Ils ont tout simplement compris qu'aujourd'hui, si vous voulez un développement qui soit durable, il faut investir sur la personne. Il faut l'aider à aller à l'école. Et ne pas seulement dire l'État n'a qu'à se retirer du secteur de l'éducation. L'État n'a qu'à se retirer du secteur de la santé. Aujourd'hui, c'est carrément un changement de paradigme. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Alors, de telle sorte que si on dit l'État doit faire un effort, les financements ne sont pas adéquats. Tout le monde le reconnaît. Il y a eu des efforts que nous apprécions. Mais il reste à faire. Deuxième élément sur lequel il faut qu'on joue, c'est ce que dit la déléguée. Elle dit qu'il faut que chaque Sénégalais contribue à la protection sociale. Et c'est sous cet angle, sous cette perspective, qu'à SYCODEV, nous faisons la promotion des mécanismes endogènes de financement de la santé, de la protection sociale. Imaginez qu'on dise à un village, nous mettons un champ à votre disposition, vous cultivez et tout ce qui en sort comme ressource va être utilisé pour votre adhésion aux mutuelles de santé. Vous l'avez expérimenté? Ça a été fait à Keur Momad Mbayang, derrière Sokone. Le chef de village a pris la décision. Et tenez-vous bien, c'était une décision qui pourtant est logée et ancrée dans notre culture. Comment? Et c'est pourquoi on l'appelle les mécanismes endogènes de financement de la santé. Parce que quand j'ai parlé de cette expérience à un marabout mouride, il m'a écouté et sa réaction c'était: pourtant ce que vous êtes en train de me dire, c'est exactement ce qu'on faisait et ça s'appelle Tolu al-Larba. Tolu al-Larba, le chant du mercredi, c'est le jour où les communautés étaient invitées à aller investir 1 heure, 2 heures, 3 heures de leur temps dans le champ qui appartenait au marabout et qui permettait donc au marabout de nourrir les talibés qui lui étaient confiés, de pouvoir faire face à ses besoins et de se sécuriser financièrement. Donc vous voyez que le chef de village de Keur Momad Mbayang n'a fait que puiser dans notre culture pour pouvoir faire adhérer les gens, les villageois de Keur Momad Mbayang aux mutuelles de santé. Et c'est ça les formes par lesquelles tout le monde peut contribuer. Quelque chose d'intéressant ressort dans les derniers comptes nationaux de la santé. En 2016, les derniers comptes nationaux de la santé disaient que on était à 58% de contribution des ménages au financement de la santé. Les derniers comptes nationaux de la santé, on se retrouve à 45% de contribution des ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que,
il est tout à fait possible que l'initiative lancée par l'agent de la CMU, les adhésions groupées, ait eu un effet. Il est tout à fait possible que ce soit l'État qui ait contribué beaucoup plus dans le financement et de la santé et de la protection sociale, mais il nous faut chercher les raisons de cette forte baisse de la contribution des ménages. 58 à 45%, c'est 13 points de pourcentage. C'est-à-dire que les ménages aujourd'hui contribuent moins parce qu'il y a peut-être quelque part où quelqu'un a joué un rôle pour plus booster le financement de la santé. Effectivement. Ça, c'est des éléments qu'il nous faut étudier pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut chercher d'autres sources de financement. D'autres sources de financement, c'est par exemple une taxe parafiscale qui pourrait être imposée sur le tabac qui est à la base de pratiquement toutes les maladies non transmissibles. Oui, effectivement, oui. Faire une taxe spécifiquement, comme on l'a fait pour le plan TACAL, si vous vous rappelez, comme on l'a fait pour financer le fonds routier, on dit, ou alors pour financer les logements sociaux, on dit taxer le ciment pour financer les 100 000 logements. De la même manière, on peut taxer le tabac pour pouvoir financer la prise en charge des MNT qui causent 45% des décès dans ce pays. Effectivement. Alors c'est tout ça, les sources par lesquelles il est possible d'augmenter le financement tout en gardant à l'esprit qu'il faut qu'on baisse la pression sur l'État en matière de ressources publiques qui a investi. Il faut par ailleurs que les communautés contribuent. Ce n'est plus tout simplement de manière individuelle qu'on doit cotiser, mais pensez à ce que fait l'agence en disant les adhésions groupées ou alors les adhésions systématiques, faire en sorte que les populations, le nombre de personnes puissent augmenter à cotiser au mutuel de santé. D'accord. Alors donc, Serigne, vous pensez que le régime contributif peut améliorer le taux de couverture de la maladie universelle? Oui. Effectivement, ça peut contribuer. Mais permettez-moi de revenir un peu sur les statistiques de Kanouté pour confirmer certaines choses. Et par rapport également à ce que notre ami de l'artiste disait, sur la nécessité de considérer la protection sociale, pour ne pas dire CMU et autres, comme étant des dépenses d'investissement sur le capital humain. Je crois que ça aussi, son Excellence le Président de la République, en lançant le programme CMU, l'a très bien compris. Aujourd'hui, pour confirmer ce qu'il dit, en attendant une étude, mais je sais qu'aujourd'hui, le programme de couverture maladie universelle a effectivement impacté sur la diminution des paiements directs des ménages, qui sont passés de 55% effectivement à 46% selon les comptes nationaux de la santé. Quand vous prenez également le rapport sur les dépenses catastrophiques en santé, vous verrez qu'en réalité, entre 2014 et 2019, nous avons gagné des points parce que 82% des ménages faisaient face à des dépenses catastrophiques. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70%. Donc ça aussi, c'est le genre de politique de protection sociale qui contribue à la diminution de ces indicateurs. L'autre élément fondamental qu'il faut comprendre aussi sur la protection sociale, c'est un instrument de promotion de l'équité. Parce qu'il faut revenir, Madame la déléguée l'a rappelé, je crois que l'objectif de la bourse de sécurité familiale, c'est qu'en fait, c'est de rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Mes parents sont des cultivateurs qui ont des difficultés, qui, par exemple, vivent dans la pauvreté. L'État du Sénégal permet à ces enfants-là, issus de ces familles diminuées, parce que leur papa peut-être ou leur maman bénéficie d'une bourse de sécurité familiale qui est maintenant de 35 000 francs, couplée à une assurance maladie. Je crois que c'est renforcer la capacité contributive de ces ménages, mais également renforcer la capacité de résilience qui va permettre à cet enfant qui est issu de cette famille d'avoir la possibilité de faire des études et devenir demain ingénieur, devenir médecin pour rompre cette transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, pour revenir sur la question de la contribution et sur les défis de manière générale. Effectivement. Moi, je pense que Madame la déléguée a soulevé une solution extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est la transformation
la formalisation du secteur informel, je veux dire. Oui. Parce que n'oublions pas qu'en réalité, en 2012, il n'y avait que 20% de Sénégalais, en tout cas pour ceux qui ont la CMI, qui avaient une couverture du maladie. Oui. Quand on a mis en place le programme de couverture maladie universelle, nous sommes à 53%. Pourquoi 53%? Parce que nous avons au plus boosté quelque part le taux de couverture dans le secteur informel, où il y a 80% de Sénégalais qui ne disposaient d'aucune couverture. Ok. Et aujourd'hui, quand on formalise le secteur informel, on va formaliser plus ou moins également l'adhésion à l'assurance maladie. Il a parlé des adhésions systématiques, pour ne pas dire également l'obligation, parce que comme vous le savez, il n'y a pas une obligation d'assurance maladie au Sénégal. Mais on peut développer ce qu'on appelle une obligation intelligente. C'est quoi? Aujourd'hui, si on disait que pour avoir le permis de conduire, au moment qu'on demande le groupe sanguin, on demande une carte d'assurance maladie ou bien une carte mutuelle. Mais ça c'est ce qu'on appelle l'obligation intelligente. On n'a pas besoin d'un policier derrière pour que les gens fournissent ce papier. Ça, je pense, c'est un défi à relever. Formaliser, organiser le secteur informel, développer des stratégies d'adhésion systématiques, mais également les mécanismes de financement endogène, l'expérience de Kermawan que nous connaissons très bien. D'accord. La création aussi de l'espace fiscal pour financer la protection sociale me semble être très important. Ok. Ça aussi, il faut creuser. Je vais vous donner un exemple. Le Rwanda que je connais très bien. Oui. Aujourd'hui, ils ont une seule caisse de protection sociale. C'est comme si tu prenais l'IPRES, la caisse de sécurité sociale, l'agence de la couverture maladie universelle, et vous en faites une seule institution. Ça aussi, c'est un défi au Sénégal. Les systèmes sont fragmentés. Ok. Mais à l'intérieur, il y a un régime d'assurance maladie communautaire qu'on appelle mutuelle de santé de manière globale, une seule mutuelle. La mutuelle aujourd'hui est excédentaire en termes de financement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont développé ce qu'on appelle des financements innovants. C'est ce que Madame la déléguée dit. Effectivement. Et ça aussi, il faut qu'on essaie de l'exploiter en perspective peut-être des ressources minières, des ressources gazières, parce que, encore une fois de plus, les dépenses en protection sociale constituent un investissement. Je confirme ce qu'il dit. Le Japon, quand vous regardez la courbe du Japon, vous prenez la carte, le taux de couverture, l'évolution du taux de couverture, qu'ils ont, la couverture sanitaire universelle qu'ils ont atteint en 50 ans. Vous prenez également les indices, mais également les indicateurs macroéconomiques, vous verrez que c'est une évolution en parallèle. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'économie et la protection sociale, mais également la santé de manière générale. D'accord. Alors, Moussa, aujourd'hui, quelles sont les perspectives du financement, de l'extension, surtout du programme de protection sociale au Sénégal? Permettez-moi de souligner que les propos qui ont été faits par les uns et les autres, je me retrouve largement là-dedans. Et je voulais juste associer par rapport à ce que nous pouvons faire déjà dès aujourd'hui, qui me semble à travers deux choses. C'est vrai qu'on n'a pas de ressources, mais on peut déjà réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec ce que nous avons? C'est fondamental. En quoi faisant? Et dans cette perspective-là, le combat de demain, parce que M. Kanouté avait parlé du fait que nous avons fait deux autres études en avant. Il y avait une étude qu'on avait faite, c'est l'efficacité justement d'un certain nombre de programmes de protection sociale. Et le problème majeur qu'on avait identifié, c'est celui des passagers clandestins. Il faut assainir les systèmes pour s'assurer que les bénéficiaires d'un programme, d'une initiative de protection sociale, il n'y a aucun pays où c'est 100% fiable. Mais il faudrait réduire le nombre de gens qui bénéficient alors qu'ils ne devraient pas bénéficier. Le processus de sélection doit être renforcé. Nous savons que nous avons fait des entretiens avec la délégation, avec les maires, avec les chefs religieux, avec les ménages sur le terrain. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits. Le processus est en train d'améliorer tous les jours, mais il faudrait encore mieux l'améliorer, enfin faire mieux encore pour qu'il soit beaucoup plus sélectif, pour permettre à ce que les ciblages soient les plus efficaces que possible. Ça, c'est un. Deuxième chose, en complément, en corollaire à ce que mon ami a dit, c'est la question des synergies entre les initiatives. Aujourd'hui, nous, on est à l'université, on est un peu arrêté, donc on regarde ce que fait tout le monde. Et je ne peux pas vous dire, excusez-moi du terme, mais la galère qu'on a eue pour avoir les données
c'est difficile. Oui. Nous avons, la délégation générale nous a accompagnés, nous a fait des lettres, nous a mis des personnes, des partis. Mais c'est très difficile aujourd'hui de reconstituer. Et je pense que Madame la déléguée générale le disait en quelque sorte, quand elle dit qu'ils sont en train de travailler sur ça, ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est difficile d'aller quelque part, trouver une base de données où vous avez toutes les informations sur le financement de la protection sociale au Niger, au Sénégal. Donc si vous n'avez pas, excusez-moi, je viens d'une mission dans notre pays et donc ma langue est en train de bouger, donc sur la question proche de sécurité alimentaire, mais sur la question du dividende démographique. Mais donc il faudrait qu'on ait un système qui va nous permettre de faire le suivi et l'évaluation en temps réel des systèmes. Des méthodes d'identification universelles. Nous savons qu'il y a un registre national unifié, mais il faut que ça soit concrétisé pour savoir que les bénéficiaires sont les mêmes. Alors pour les financements, notre étude, elle montre quoi? Notre étude montre qu'il y a un potentiel insoupçonné de financement de la protection sociale. Ça existe? Oui, ça existe. C'est que les uns et les autres ont commencé. Nous avons effectivement estimé, nous avons pris les tableaux d'opérations financières de l'État, avec d'autres informations venant de la BCEAO ou encore d'un certain nombre d'autres structures qui produisent les données nationales, et nous sommes amusés, entre guillemets, à regarder qu'est-ce que l'État peut mobiliser avec des prélèvements indolores, des prélèvements de type 0,01% sur la cigarette, 0,01% seulement d'augmentation de la taxe sur l'alcool, sur les billets d'avion, sur la téléphonie, sur les versements en banque. Quand vous partez faire verser en banque, on monte 10 francs. C'est 0,1 franc sur les mégaoctets achetés. Et vous savez combien on a trouvé? On a trouvé presque 400 milliards seront mobilisables en 2035. Rien qu'à ça? Rien qu'à ça. Or, les besoins en 2035, vous savez, ils sont de combien? Ils sont de 237 milliards. Ça, les besoins de 237 milliards, c'est si on a une expression, enfin une mise en œuvre d'une volonté très forte du développement de la protection sociale. Ce que nous avons supposé, c'est quoi? Si l'État du Sénégal décide de dire à partir de demain qu'en 2030, il faudrait que tous les bénéfices de protection sociale soient doublés. Autrement dit, par exemple, la bourse qui aujourd'hui est de 140 000 passe à 280 000 en 2030. Que le package qui est fait à la césarienne, parce qu'aujourd'hui la césarienne c'est très bien, elle est gratuite, enfin elle est prise en charge par l'État comme l'a dit mon camarade. Mais de l'autre côté, c'est que les femmes nous disent, ça ne suffit pas. Il y a les packages de médicaments ainsi de suite. Supposons que tous ces packages de médicaments, les frais de transport pour venir au centre de santé, pour retourner à la maison, tout ça est pris en charge. On double ça. D'autre part, si l'État du Sénégal décide de dire que chaque année, en moyenne, j'augmente le nombre de bénéficiaires de 1,5%. Donc vraiment, c'est un scénario magnifique. On augmente le nombre de bénéficiaires, on augmente le bénéfice. Alors on estime, nous, selon nos calculs, le besoin sera en 2030 de 237 milliards, contre environ 87 milliards aujourd'hui, en 2023. Alors, en 2030, je vous le disais tantôt, on peut mobiliser jusqu'à 427 milliards à travers des prélèvements que nous avons qualifiés d'indolores. Type 100 francs sur un billet d'avion, 0,1% comme je le disais sur la consommation d'alcool, 0,01% sur les recettes prévues de pétrole et gaz, ainsi de suite. Et c'est largement supérieur. C'est une très bonne nouvelle, je pense, pour Dr Kanouté, pour financer le développement de la protection sociale au Sénégal. Et on a encore des hypothèses qui sont très importantes de baisse de la pauvreté. Le Sénégal, heureusement, on est dans une tendance positive. Et même avec des scénarios assez lourds en termes d'inflation, en termes de coût de la vie. Mais on peut quand même arriver à financer. D'accord, je pense que les études sont claires et que les résultats qu'il est en train de nous démontrer sont convaincants aussi. Hein? Et que ce qui est un peu bizarre, c'est que rien n'excède à 2%. Et que le total, j'aimerais bien savoir par rapport à notre budget national, et qu'il manque encore une fois une volonté politique pour vraiment mettre en œuvre cela et corriger ces inégalités. Et le président de la République, Macky Sall, dans son programme PSE, je pense que il y a beaucoup de programmes qui sont là pour corriger les inégalités, tels que le programme des bourses de sécurité sociale, la couverture maladie universelle, entre autres. Maintenant, nous allons suivre aussi un élément avec El Hadj Alioune Dia, qui se trouve actuellement à la Mecque. Priez pour nous. Alors, c'est l'expérience du conseil départemental, effectivement, du département de Rufisque sur les cantines scolaires. Donc nous saluons tout le monde. Nous sommes en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir notre 5e pilier de l'islam, à savoir le Hajj. Nous sommes à Médine, la ville lumière, la ville du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et toutes nos bénédictions vous accompagnent. Pour participer de manière très brève à cette émission, nous, en tant que point focal, on a pu, pendant 12 mois, suivre le projet
grâce aussi à la confiance du président Papa Mamadou Fam, qui s'est beaucoup engagé. Nous avons pu mobiliser donc tous les acteurs locaux, à savoir les OCB, mais aussi tous les élus, et on a eu à faire des séances d'information et de sensibilisation à Rufisque à travers de fortes mobilisations. Aujourd'hui, dans le cadre de la protection sociale, le conseil départemental a pu initier un projet de cantine scolaire avec notamment une cuisine centrale à Yenne, mais aussi une cuisine centrale au lycée moderne. Et chaque semaine, le conseil départemental distribue 3 fois 2500 repas à travers le département de Rufisque, dans les écoles primaires, mais aussi dans les écoles élémentaires et certains lycées du département. Le conseil départemental, dans son budget, a pu quand même mobiliser 10 millions de francs CFA, mais aussi il y a l'apport de la Socosim qui nous a beaucoup appuyé, ce qui fait qu'aujourd'hui les cuisines centrales sont devenues une réalité. Nous avons aussi pu bénéficier de la coopération décentralisée avec Montpellier, 3e, ce qui nous a permis de mettre en place un plan alimentaire territorial. Et ce plan alimentaire territorial a pu permettre quand même l'accompagnement des producteurs. Tout ce que les enfants consomment dans la cuisine centrale est produit au niveau donc des terres agricoles. Le projet des cantines scolaires est un grand succès et ça mobilise de plus en plus de monde à travers les OCB, à travers aussi la mobilisation de la coopération décentralisée avec Montpellier 3e. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on espère ouvrir une autre cuisine centrale dans la commune de Bargny. Et la commune de Bargny aussi est jumelée à la commune de Montpellier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons essayer de faire un maillage. Et ce maillage va nous permettre de pouvoir quand même distribuer plus de 10 000 repas dans la semaine. Et c'est notre objectif pour l'année prochaine. 10 000 repas à travers le département de Rufisque. Sur le plan des résultats scolaires aussi, on a noté que les meilleurs résultats du département de Rufisque, au niveau du bac surtout, c'est au niveau du lycée moderne où il y a une cuisine centrale. Alors, Madame le délégué, un mot sur le programme des cantines scolaires. Les cantines scolaires constituent un filet social. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, pour chaque étape du cycle de vie, l'individu a besoin de filets sociaux. Et l'enfant qui va à l'école, qui n'a pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens d'une bonne alimentation, une cantine scolaire vraiment va aider l'enfant à rester à l'école. Ça, c'est important. Et ça va augmenter aussi la performance de l'enfant à l'école. Ça, on l'a constaté. Et ce serait bien d'étendre ce filet social-là à d'autres écoles, c'est important. C'est d'autant plus important pour les écoles dites inclusives, où ce sont les enfants vivant avec un handicap qui y vont. Ouais. Si vous vous rappelez bien, le président de la République avait organisé un Jakaarlo à Guédiawaye et il y a une dame qui avait pris la parole pour dire son cri de cœur, parce qu'elle fréquente une école comme volontaire, une école inclusive qui est à Guédiawaye. Et par manque de moyens, la cantine scolaire ne fonctionnait plus et beaucoup d'enfants restent à la maison. Oui. Parce que les parents n'ont pas les moyens de déplacer les enfants là, parce qu'il faut prendre un taxi, ou bien si on veut prendre un transport en commun, il faut porter l'enfant et c'est très difficile. Si l'enfant doit rentrer à midi pour manger et revenir, ils n'ont pas les moyens financiers ni la force de transporter l'enfant. Donc c'est très important les cantines scolaires et là vraiment je pense qu'on va élargir les cantines scolaires adultes et c'est heureux aussi de savoir qu'il y a une collectivité locale qui a investi dans les cantines scolaires. C'est en tout cas quelque chose à dupliquer, c'est un exemple à copier par les autres collectivités territoriales. On parlait de financement de protection sociale, c'est important. Les collectivités territoriales aussi ont un rôle à jouer dans le financement de la protection sociale. Ça, c'est important. Alors, en parlant de collectivités locales, ça a inspiré du conseil départemental de Rufisque. Vous parlez aussi, l'expérience c'est bien, mais comment pérenniser quand même ces actions? Je crois à cet égard, il faut vraiment tirer le chapeau au conseil départemental de Rufisque et d'autres conseils départementaux, notamment Kolda et d'autres zones dans lesquelles Sycodev avec ses partenaires, comme
Counterpart, SOS Fin interviennent. Et GRDR particulièrement à Rufisque et la FAO. Le conseil départemental de Rufisque a fait des cantines scolaires un des leviers de lutte contre la vulnérabilité alimentaire et particulièrement celle des enfants. Le conseil départemental a intégré, de Rufisque, a intégré cela dans leur plan de développement et ont affecté des ressources dans leur budget aux cantines scolaires, à l'alimentation scolaire. Yen a construit une cantine, une cuisine qui dessert les établissements qu'il y a là-bas. Le conseil départemental de Rufisque a aussi mis des ressources. Et aujourd'hui, Bambilor, la commune de Bambilor, a décidé elle aussi de mettre 20 millions de ressources de la commune dans la construction d'une cantine, d'une cuisine centrale qui va pouvoir desservir les écoles dans Bambilor, tout en sachant que Bambilor polarise quelques 60 villages dont les enfants se déplacent sur 3 km, 1 km, 2 km pour venir à l'école. D'accord. Avec l'appui de la FAO. Et donc, il y a là un modèle qui me semble être un modèle qui peut faire tache d'huile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, si on veut vraiment avoir une politique de protection sociale efficace, il faut que ça soit territorialisé. C'est au niveau des territoires qu'il nous faut pouvoir développer. C'est les collectivités territoriales qui sont les plus proches des populations. Effectivement. Le maire, au quotidien, il est à côté de quelqu'un qui lui tend une ordonnance. Au quotidien, il y a des gens qui sont dans son bureau, dans son lobby, qui l'attendent pour avoir leurs dépenses quotidiennes. Donc, si on veut que la protection sociale soit efficace, pérenne et durable, il faut qu'on puisse territorialiser cette action. D'où le rôle des maires. Et Dieu sait que les maires s'investissent. Nous, on a fait une session avec l'agence de la CMU et avec les collectivités territoriales, l'UAL, qui a démontré que les 1% que nous avons dans les comptes nationaux de la santé, qui paraît être la contribution des collectivités territoriales, c'est en fait un pourcentage qui est en évolution. Peut-être que ça ne sera pas visible. Tout simplement parce que si on prend toutes les dépenses de santé qui passent de 2016 à, c'était 500 milliards et quelques, aujourd'hui on va aller à quelques 730 milliards de francs CFA, mais évidemment il va de soi que si en valeur absolue ça augmente, la valeur relative aura tendance, même si ça augmente, à ne pas toujours être visible. Donc ils peuvent paraître être toujours dans le 1%, mais en valeur absolue, les formes de contribution que nous avons trouvées dans l'étude que nous avons faite montrent que les collectivités territoriales aujourd'hui sont en train de s'engager. Il faut identifier ces formes-là, les valoriser et pouvoir les inclure dans les comptes nationaux de la santé. D'accord. Alors, Serigne, la territorialisation de la santé, si l'on sait que la santé fait partie des 9 domaines de compétences transférés, comment est-ce que vous comptez aussi, est-ce que vous avez une approche avec les collectivités territoriales pour la couverture maladie? Oui, effectivement, nous avons une approche de territorialisation du programme CMI, et d'ailleurs qui a un ancrage de décentralisation à travers donc l'implantation des mutuelles. Au départ, nous avions une approche, une commune, une mutuelle, mais après cette année de mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte peut-être que les petites mutuelles avaient quelques soucis, et aujourd'hui, nous avons développé des stratégies de mise en commun de toutes les ressources, mais également de partage du risque à l'échelle départementale, pour arriver également
toute la stratégie à la décentralisation. Et je confirme également ce que le doyen Kanouté dit. Effectivement, en valeur relative, on peut penser qu'en fait la contribution est assez faible, mais quand vous prenez la valeur absolue, mais également des contributions directes et une approche qualitative, vous vous rendez compte quand même que les collectivités locales contribuent à la mise en œuvre de la CMI. Et je dois également dire qu'elles doivent du moins contribuer, parce qu'en réalité, c'est le Code général des collectivités locales qui le dit, qui demande à la commune, qui demande au département, mais également à la ville de participer à la couverture maladie universelle. Je voudrais également donner mon avis sur la question et saluer l'initiative de cantine scolaire développée par le conseil départemental de Rufisque. Pour dire qu'en réalité, pour être efficace, les programmes de protection sociale doivent être intégrés. Aujourd'hui, autant l'alimentation, la nutrition, mais également la santé constituent des intrants pédagogiques de qualité dans le cadre des processus d'enseignement-apprentissage. Aujourd'hui, un élève qui a faim ne peut pas faire un devoir. Un élève qui a un souci de santé ne peut pas faire un devoir. Et ça, nous l'avons compris au niveau de l'agence de la CMI en développant une initiative qu'on appelle la CMI élève. Donc, parallèlement à l'approche classique où l'individu cotise 3500, nous avons développé un produit beaucoup plus simple qu'on appelle la CMI élève, où l'élève va donner juste 1000 francs. Et à ce titre-là, les collectivités locales, effectivement, ont participé à la mise en œuvre de la CMI en enrôlant des élèves dans les mutuelles de santé, mais également en enrôlant des personnes dont la capacité contributive est très faible au niveau donc des mutuelles de santé. Je crois qu'en développant ce genre de stratégie également, nous sommes en train de développer et de relever les défis qui sont liés au financement de la santé. Vous me permettrez également de rebondir sur un défi que notre ami de l'Artex a soulevé. C'est-à-dire, autant nous devons développer des stratégies d'augmentation des ressources de la protection sociale, mais également nous devons aussi développer des stratégies de rationalisation de nos ressources. Mieux dépenser pour la protection sociale. Je m'explique. Quand vous prenez l'exemple de la CMI que je connais mieux, aujourd'hui, la manière peut-être dont on finance, dont on paye les prestataires, il est bon qu'on développe des stratégies pour revoir cela. Aujourd'hui, en développant des mécanismes d'achat stratégique de prestations qui sont pertinents. En maîtrisant l'information, en maîtrisant la question du ciblage, est-ce que l'enfant du fonctionnaire âgé de 0 à 5 ans doit pouvoir bénéficier de la gratuité? Est-ce que la femme de l'avocat, est-ce que la femme du médecin doit pouvoir bénéficier de la césarienne? C'est autant de réflexions qui vont nous permettre aujourd'hui de rationaliser les prestations. Un autre défi, c'est aussi le contrôle médical des prestations que nous achetons, nous, en tant qu'organisme acheteur, et nous développons des stratégies à travers notre direction du contrôle médical. Parce que les soins que nous achetons doivent être, en tout cas, doivent être des achats pertinents, des achats stratégiques qui sont fondés sur l'évidence. La régularité de la prestation, pourquoi on achète cela? L'effectivité de la prestation, c'est que j'achète. Est-ce que le paquet de soins de la césarienne est effectivement délivré conformément aux manuels de procédure, mais également l'opportunité de la prestation. Je crois que c'est autant de stratégies qui vont dans le sens de rationaliser les ressources. Et quand on rationalise des ressources, et quelque part, on augmente le financement. Et aujourd'hui, je crois que au niveau des pays qui ont réussi les politiques de protection sociale et d'assurance maladie, ils développent toujours des mécanismes d'achat stratégiques qui garantissent aujourd'hui donc la rationalisation de la dépense en santé, mais également, en tout cas, des programmes efficaces pour pouvoir acheter et bien acheter. D'accord. Justement, Moussa, pour terminer, quelles recommandations formulez-vous pour une meilleure protection, pour une meilleure politique de protection sociale au Sénégal? La première recommandation peut-être, excusez-moi M. Kanouté, je vais la voler de M. Kanouté, mais ce n'est pas aussi pour faire plaisir à madame la déléguée générale, c'est l'encadrement institutionnel. Je voudrais un encadrement institutionnel fort par rapport à la politique de la protection sociale, qu'elle soit logée à un niveau très haut de décision de l'État pour permettre à ce que les décisions soient
acceptée par tous, qu'elle soit rapidement mise en œuvre et aussi qu'elle puisse générer les plus grands résultats. Tantôt, j'ai parlé de 237 milliards qui étaient nécessaires en 2030 pour un développement rapide de la protection sociale, mais c'est par rapport à cette composante de la protection sociale que nous avons fait ces besoins-là. Et pour revenir à la question des quantités scolaires, nous avons estimé que selon nos calculs, que ce sera probablement à l'horizon 2032 l'un des plus grands programmes de protection sociale du pays, compte tenu de la situation démographique. Si vous regardez par rapport aux projections de l'ANSD sur le nombre de la demande scolaire au primaire, c'est quelque chose sur lequel il faut l'attaquer. Et nous sommes très heureux d'apprendre qu'aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, l'une des politiques majeures du ministre, c'est la question des quantités scolaires, qui vise notamment à passer de 20% environ aujourd'hui de couverture à un niveau de 35% en 2030, si je ne me trompe pas. Et nous avons fait les calculs, environ, on aura besoin d'environ 90 milliards en 2030 pour couvrir les besoins en quantité scolaire, suivant des coûts plus ou moins acceptables. La question ici, c'est celle de l'inflation par rapport aux prix des produits alimentaires, mais la solution, c'est celle que tout le monde a dit ici, consommons local. Il faudrait que les quantités soient basées, soit des productions qui sont faites localement, qui sont énergétiques, qui vont permettre de renforcer l'apport à calorique et encore le développement et l'apprentissage de nos chers enfants. Cher homonyme, c'est toujours pertinent de vous écouter. Hein? Merci beaucoup. Alors donc, vous nous venez de l'ARTES qui se trouve à Lifon. À Lifon, oui. Ah, d'accord. À l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, Serigne Diouf aussi, toujours un plaisir également de partager avec lui un plateau. Quand il parle, vous voyez que c'est l'économiste de la santé qui parle. Justement, entre vous deux, je pense qu'il s'est passé une convention, je pense. Alors, votre plaidoyer et Madame le délégué, donc votre réponse que vous portez certainement à l'endroit du grand boss, le plaidoyer. Mais écoutez, nos relations avec la délégation générale à la protection sociale sont particulières. Et à cet égard, il y a nécessité que on comprenne qu'aujourd'hui, société civile et pouvoir public, les relations ne sont pas nécessairement seulement de confrontation. Effectivement. Nous sommes arrivés à un moment où c'est des propositions qu'il nous faut faire et faire le plaidoyer pour que les décideurs puissent adopter ces propositions-là quand elles sont basées sur la science, quand elles sont basées sur l'observation, les bonnes pratiques que nous aurons recueillies ailleurs. Et ça, cette bonne intelligence, je dois dire, existe entre nous. Alors, Madame le délégué, votre réponse? Avec SICODEF, c'est une synergie que nous avons développée également avec les partenaires techniques et financiers, les centres de recherche, l'ARTEX, etc. Parce que actuellement, on a besoin de tout le monde pour mettre en place un système de protection sociale. On parle de financement, on doit avoir des financements pérennes et durables. Et pour ça, il faut une bonne organisation, pour rassurer. Serigne Diop en parlait. Serigne Diouf, très rapidement. En parlait. Oui. Nous devons avoir une bonne coordination, une visibilité. Et pour cela, je vais informer qu'il y a la loi d'orientation sur la protection sociale qui est en cours, le draft est déjà disponible. Il y a des ateliers qui ont été organisés avec la contribution de tout le monde. SICODEF était là-bas, les sectoriels étaient là-bas. En plus de ces lois d'orientation, nous avons des réformes que le gouvernement a fait. Par exemple, le registre national unique, qui est une base de données de ciblage de tous les projets et programmes de protection sociale, c'est important. Pour parler d'une bonne coordination, c'est important d'avoir ce registre-là pour une meilleure réactivité en cas de choc et pour aussi une synergie d'action. Et nous allons aussi vers l'interopérabilité des bases de données. Très bien. Pour éviter les doublons, pour avoir une visibilité sur les prestations de protection sociale. Également, nous allons vers la mise en place d'une caisse autonome de protection sociale universelle. Cette caisse va identifier les ressources financières, va les collecter, va les allouer au sectoriel avec des contrats de performance. Ça veut dire que
L'État, le gouvernement est en train de mettre en place toutes les réformes nécessaires pour avoir un système de protection sociale universelle. Nous pouvons être confiants, savoir que ce gouvernement-là, ou bien l'État, en a fait une priorité. Et nous sommes en train d'avancer avec la société civile, notamment SYCODEV, qui a un partenariat vraiment fécond avec la DGPSN et avec tout le monde. Madame Sow, je vous remercie. Aminata, qui est le délégué général donc, de la protection sociale. Monsieur Kanouté, directeur exécutif de SYCODEV Afrique, ainsi que Serigne Diouf, je le disais tantôt, ainsi que mon Thomas Moussa. Alors, chers téléspectateurs, je voulais rectifier par rapport au PIB en 2020. C'est 1,5% avec l'ARAC, mais 7% des dépenses. Au lieu de 1,7% du PIB, c'est 1,5% du PIB, mais 7% des dépenses. D'accord. Alors, donc, chers téléspectateurs, restez scotchés à vos programmes de la première chaîne privée du Sénégal, les programmes de la 2STV. Alors, on vous dit prochainement, peut-être pour un autre plateau spécial.